Donc, comme Christine a fini par vous souhaiter bienvenue, je vais également vous souhaiter bienvenue. Bienvenue à tous et à toutes. Et c'est avec plaisir donc, qu'on accueille 3 femmes pour cette plénière d'introduction. Alors, l'une de vous me disait hier, faut pas oublier que c'est les femmes qui nourrissent le monde. Donc, il me semble que c'est quand même une grande chance aujourd'hui d'avoir 3 femmes qui vont venir nous alimenter sur cette première plénière. Donc la question, c'est droit à l'alimentation et politique agricole, où en est-on ? Il me semble important de redéfinir un peu ce que c'est que le droit à l'alimentation. Donc le droit à l'alimentation a été reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Il est aussi compris dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1976 des Nations Unies. Le droit à l'alimentation fait donc partie intégrante des droits de l'homme. Faisant partie de cette catégorie, plutôt que des concepts politiques, il a un caractère différent de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Et en tant que droit de l'homme, il implique qu'un individu peut exiger de l'État ou du regroupement d'États dont il fait partie, qu'il respecte, protège ce droit et satisfasse à leur obligation de fournir un accès approprié à une nourriture suffisante et de qualité. Aujourd'hui, les politiques publiques agricoles échouent quelque peu à satisfaire ces besoins alimentaires. En France, comme partout dans le monde, des paysans et des paysannes et leurs concitoyens luttent pour une véritable démocratie alimentaire. Nous pouvons tout de même noter que la notion de souveraineté alimentaire a été inscrite dans le droit français par la loi d'Avenir en 2014, ce qui est peut-être une avancée, et que cette loi précise en particulier que l'ancrage territorial de la production est l'un des objectifs de la politique agricole et alimentaire. Donc je me tourne vers Agnès Thérieux pour répondre à l'interrogation que nous avons sur le droit à l'alimentation et la politique agricole, où en est-on ? Donc en environ 15-20 minutes pour essayer de gagner un peu de temps, et aussi si vous pensez à vous présenter au début. Vous avez un micro sur la table. Vaut mieux que je le garde pour le temps. Voilà. Alors, donc je suis Agnès Thérieux, jusqu'à preuve du contraire, et enfin j'en doute par moment, mais je suis géographe et j'enseigne à l'École nationale de formation agronomique à Toulouse, qui forme les enseignants de l'enseignement agricole, dont mon collègue s'est plaint amèrement tout à l'heure, donc tout est de ma faute. Et je fais de la recherche au sein d'un laboratoire qui s'appelle le LIST Dynamique Rurale. Je travaille particulièrement sur les liens entre agriculture et territoire, et donc sur toute l'équivoque qu'il y a. Qu'est-ce que c'est que l'ancrage territorial de l'agriculture ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, cette chose-là ? Voilà, et donc Simon m'a demandé de démarrer autour de la question de droit à l'alimentation, politique publique pour lesquelles je vais parler de politique publique agricole et de politique publique alimentaire, autour de cette notion de commun ou de bien commun. Voilà, je démarre. Alors, je suis capable de parler très vite, ce que je vais essayer de ne pas faire aujourd'hui, même si j'ai très peur. Donc, ma joie n'est mesurable qu'à l'aune de ma pétoche. Donc, je vais revenir un petit peu parce que je vais vous proposer 3 promenades, en fait. Une promenade autour de la notion de commun, une promenade dans les politiques publiques agricoles et puis une promenade dans les politiques publiques alimentaires. Finalement, j'ai changé d'ordre. Donc, première promenade autour de la notion de commun. Alors, la question que je me suis posée au démarrage, quand on m'a proposé de venir ici, c'était de savoir comment l'alimentation pouvait être pensée comme un commun ou comme un bien commun. Alors, je suis allée regarder ce que disaient les économistes pour répondre à cette question-là, et j'ai découvert que chez les économistes, il y avait une très très longue tradition de dénigrement du commun. C'est-à-dire que le commun ne se pense que comme une tragédie, la fameuse tragédie des communs. Le commun est pensé comme ce qui va favoriser les attitudes de passagers clandestins, favoriser de la surconsommation des ressources,
une absence de gestion de ces ressources, ce qui appartient à tout le monde n'appartenant à personne en quelque sorte. Et donc progressivement, l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui et telle qu'elle s'est construite entre la fin du XVIIe siècle et le XIXe siècle, a survalorisé la propriété privée comme étant le facteur de l'efficacité supérieure pour faire fonctionner le marché. Donc on a vu les enclosures, on connaît les physiocrates, et je pense que dans la mesure où l'agriculture française elle est assez grandement descendante des physiocrates, il faudrait s'interroger sur son incapacité à penser le commun. Et puis, plus récemment, on a vu une revalorisation du commun qui est apparue avec l'idée des biens publics, c'est-à-dire des biens qui peuvent être des faits de nature ou des choses produites par l'homme, l'agriculture pourrait rentrer là-dedans, et qui auraient deux caractéristiques. La première étant la non-rivalité, c'est-à-dire que le fait que l'un le consomme n'empêche pas l'autre de le consommer, comme l'air que nous respirons, et la non-exclusion, tout le monde peut y avoir accès. Et puis progressivement, on voit ensuite arriver l'idée de biens publics mondiaux, c'est-à-dire, là, l'alimentation va vraiment pouvoir rentrer là-dedans, des biens publics qui vont profiter à plusieurs pays et qui ne vont pas discriminer entre générations, c'est-à-dire que la production pour cette génération ne devrait pas obérer celle de la génération suivante. Ça prend plein de formes qui sont véritablement des objets de débat politique à l'heure actuelle. Par exemple, dans la catégorie des biens naturels, on va considérer comme un bien public mondial le climat, ou bien la connaissance scientifique dans la catégorie des biens fabriqués par l'homme. Par exemple, l'appropriation de la connaissance scientifique par des éditeurs privés contre l'open access, aujourd'hui, est une grande question qui agite la communauté scientifique. Le résultat de politique globale est un bien public mondial. Par exemple, la paix ou la santé à l'échelle mondiale, c'est des résultats de politique globale. Donc on voit émerger des biens publics mondiaux qui mettent en avant l'équité quand le bien privé mettait en avant plutôt l'efficacité. Et dans le domaine de ces biens publics mondiaux, l'échange marchand n'épuise pas complètement la relation, contrairement au domaine du bien privé. Et au-delà du marché, on va voir apparaître l'idée que la question du partage fait partie des dimensions de la vie. Et donc à ce moment-là, on va très légèrement changer d'angle, on va quitter un peu l'angle économique pour passer plus sous un angle social. Et là émerge le bien commun. C'est-à-dire que Ricoeur nous explique que le bien commun, ça va renvoyer à ce qu'il appelle la vie bonne, qui s'inscrit avec et pour les autres dans des institutions justes. On verra après ce qu'il y a à dire entre institutions justes et politique publique, parce qu'il y a encore peut-être une distance. Donc le bien commun, ce serait un bien partagé pour lui-même et qui est le résultat de relations interpersonnelles. C'est-à-dire que ce n'est pas un bien qui est produit pour augmenter le bien-être collectif, contrairement à ce que peuvent être certains biens publics, mais un bien-être qui ressort de la production par l'action collective. C'est-à-dire qu'on regarde plus le processus que le résultat quand on parle de bien commun par rapport au moment où on parlait de bien public. Donc si le bien commun résulte d'une production intentionnelle par une communauté, alors on peut se demander quel type de bien cette communauté désire produire. Autrement dit, quel bien, alors je ne sais pas comment faire entendre la majuscule à bien, mais vous l'avez entendu, quel bien B majuscule et au singulier, plutôt que quels au pluriel, bien avec un petit b et un petit s. Donc on voit qu'il y a une possibilité de lien entre le bien commun avec sa majuscule et les politiques publiques, et donc je vais vous proposer qu'on s'enfonce dans ce maquis-là en faisant un premier petit voyage dans les politiques agricoles. Alors je me suis intéressée aux politiques agricoles que nous connaissons le mieux dans ce cénacle, c'est-à-dire les politiques agricoles des pays développés occidentaux, et plus longuement sur les politiques françaises et de l'Union européenne. Donc, ce que l'on peut voir, c'est que l'objet des politiques agricoles françaises et européennes dans le deuxième XXe siècle, ça a été la régularité des approvisionnements et le développement social de la paysannerie, les deux étant intimement liés. On reconnaissait à la paysannerie la possibilité d'approvisionner, mais on lui demandait de garantir la régularité
en échange de quoi elle obtiendrait un statut social qui serait, c'était l'un des grands objets de la loi d'orientation agricole de 1960, l'équivalent des classes moyennes. Donc on lui donnait une position sociale qui était nouvelle. Et le moyen choisi, c'était la garantie des prix. Et donc on peut se dire que de 1960 à 2000 à peu près, on a vu fonctionner un ensemble de politiques publiques, qu'elles soient nationales ou communautaires, qui ont visé à ces deux ambitions-là. Alors avec évidemment un jeu de balancier entre les moments où la France pilote la rédaction de la politique agricole commune et puis les moments où l'Union européenne pilote la politique française. Mais les deux systèmes d'influence arrivent à s'équilibrer à peu près. Donc qu'est-ce qu'on voit ? De 60 à 2000, on voit une augmentation réelle de la productivité de l'agriculture qui se fait avec ce qu'on a appelé à l'époque la modernisation, et avec un élément clé de la modernisation à mes yeux de géographe qui est la construction de filières agricoles et agroalimentaires qui oblige à ce que je vais appeler la territorialisation, le détachement entre agriculture et territoire. On a transformé ce qui était pensé comme des territoires de l'agriculture, voire des terroirs, en petites régions agricoles, et qui font ce pourquoi elles sont le mieux dotées. Mais le mieux doté, pas tellement du point de vue gustatif, par exemple, mais plutôt du point de vue de la rentabilité. Donc, les conséquences de tout ça, ça a été le fait que ça a marché, pour commencer. Ça a été des politiques qui ont bien fonctionné. La productivité a augmenté, les exploitations agricoles se sont modernisées, le statut, non pas des paysans, mais peut-être des exploitants agricoles, a changé dans la société française au moins. Et tout ça a été relativement positif pendant au moins la première moitié de cette période de 40 ans qui s'étend de 1960 à 2000. Mais on constate aussi que l'augmentation de la productivité et de la production a pesé en tirant les prix vers le bas et que finalement on a perdu aussi dans le vocabulaire l'idée que ces prix bas étaient les prix de la nourriture. C'est devenu des prix de matières premières, c'est-à-dire que ce que produisaient les agriculteurs, ça n'était plus de la nourriture, c'était devenu des matières premières. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout le même client. Quand on produit de la nourriture, le client est un consommateur. Quand on produit des matières premières, le client est un industriel, comme Madame l'a fait justement remarquer. Ça s'est traduit aussi par une augmentation des pollutions d'origine agricole, une baisse du nombre des agriculteurs, donc ils ont un meilleur statut social, mais au détriment d'une plus grande rareté. Alors je sais bien que ce qui est rare est cher, donc c'est peut-être ça ce qui a augmenté le statut social. Et puis ça n'a pas du tout fait baisser le nombre des crises alimentaires. Au contraire, à la limite. Et aujourd'hui, on a vu ces dernières années se succéder à un rythme élevé des crises alimentaires de tous ordres qui sont la traduction de ces politiques agricoles, enfin en tout cas l'une des traductions de ces politiques agricoles. Donc on a réussi à faire baisser les prix, on a un petit peu amélioré le statut des agriculteurs, tout en faisant baisser le nombre des agriculteurs, et on n'a pas géré le problème alimentaire. En France, en 1999, on change de loi d'orientation agricole. On a une nouvelle loi d'orientation agricole que moi je trouve intéressante parce que c'est une loi qui comporte en elle-même une très forte tentative de reterritorialisation de l'agriculture. Et le moyen central, qui est abandonné très très vite, c'était les contrats territoriaux d'exploitation. Donc l'idée était de véritablement reprendre en considération les différentes fonctions de l'agriculture. La perspective de durabilité était assez claire, en tout cas dans l'exposé des motifs de la loi, puisqu'avant ça a dû être considéré comme un mot un peu grossier, durabilité, donc ça a disparu de la loi in fine. Et on prenait là en considération les différentes fonctions. Donc j'avance rapidement, je vous fais un petit inventaire, c'est-à-dire que on prenait par exemple en compte le fait que l'agriculture avait une grande fonction d'aménagement du territoire à l'échelle locale ou loco-régionale, pas l'aménagement du territoire des grandes politiques de la DATAR.
Alors que ça, c'est quelque chose qui est une fonction de l'agriculture qui a fort peu d'écho dans la société contemporaine. On entend un petit peu parler de désertification rurale, mais la plupart des gens font pas forcément l'équation entre la désertification des campagnes françaises et la disparition des agriculteurs. Et puis, de toute façon, tout ça, ça s'estompe fortement, puisqu'aujourd'hui, on a un système statistique produit par l'INSEE qui a éliminé le terme de rural quand il fait la carte de France. Donc, c'est plus des espaces ruraux, c'est des espaces qui ne sont pas sous l'influence des villes. Vous voyez d'ici la différence. On a des politiques publiques qui appellent aujourd'hui à la métropolisation. Donc, ça veut dire qu'on n'est plus une campagne, on n'est plus un espace rural, on est une arrière-cour, d'une certaine manière. Il n'y a aucune réflexion sur ce que moi j'appelle les liens d'aménagement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe qui provoque des crises. Alors, l'hiver dernier, ou au printemps dernier, on a eu pléthore d'inondations sur le territoire français. Personne ne s'est posé la question de savoir si ces inondations avaient quelque chose à voir avec l'imperméabilisation des sols. Vous savez, chaque fois qu'on construit un supermarché, son parking, un gymnase, un lycée agricole. Ou même avec l'état des sols agricoles. C'était intéressant de regarder la cartographie des inondations et de la superposer à la cartographie de la richesse en azote des effluents. Donc ça disait des choses sur l'état des sols agricoles, mais ça, c'est des liens qui sont assez peu faits et en tout cas assez peu socialisés. On peut se dire aussi que l'autre élément de la reterritorialisation de l'agriculture, c'est de se rappeler que l'agriculture est aussi un facteur social, c'est-à-dire que les agriculteurs sont un groupe social dont la diminution en nombre est inversement proportionnelle aux besoins que l'on a de rappeler leur rôle dans la société. C'est-à-dire qu'on est dans une société un peu schizophrène qui à la fois détruit des agriculteurs en grand nombre et produit un discours néo-agrarien sur les bienfaits de la campagne et des agriculteurs. Donc ça aussi, ça devrait interroger. Et puis, dans le cadre de la reterritorialisation, on peut aussi interroger la mondialisation. Pour moi, il n'y a pas forcément de contradiction entre la reterritorialisation de l'agriculture et sa mondialisation. Ce que je veux dire par là, c'est que la reterritorialisation, elle accompagne deux stratégies des agriculteurs qui peuvent être d'un côté une stratégie que Madame vient d'évoquer tout à l'heure de reconquête du marché local. Qui peut être une stratégie qu'on appellerait de souveraineté alimentaire, mais en tout cas celle qu'on voit s'illustrer dans les circuits courts et de proximité, la stratégie de l'essor de la proximité. Moi, la dernière fois que je suis venue à Tours, c'était en mai 2015, et il y avait un grand colloque à l'université François Rabelais sur les proximités, et je suis allée travailler dans un atelier sur agriculture et proximité. Donc il se passe quelque chose. Quand les chercheurs se mettent à s'intéresser à un sujet, c'est qu'il a déjà suffisamment grossi pour qu'on arrive à le voir, hein. Donc il y a quelque chose autour de cette question-là. Il me reste 3 minutes, je vais donc parler plus vite. Ça peut être aussi la reterritorialisation, tout ce qui est fondé sur les appellations d'origine géographique, qui sont jamais que des stratégies de conquête de mondialisation. Si je veux vendre du vin de Chinon sous AOC, mon marché, c'est évidemment pas la zone de Chinon. Enfin, j'espère que les gens du coin acceptent de le partager avec moi. Donc, ça veut dire conquérir un marché à l'extérieur, voire un marché mondial. Allons faire un tour dans les politiques alimentaires. Alors, est-ce que ça existe, des politiques alimentaires ? Ça a été une de mes grandes questions, parce que je sais bien que dans l'histoire, ce qui fait apparaître l'État, c'est la garantie de l'alimentation. La structure de l'État, c'est d'abord une structure qui propose aux gens de les aider à faire la soudure, de les aider à manger au moment où ils n'auront plus grand-chose dans leur grenier individuel. Mais qu'est-ce qu'on appelle les politiques publiques de l'alimentation ? Bien, je me suis rendu compte que, à travers le temps, ces politiques avaient changé. C'est-à-dire que l'alimentation a changé de place dans la société française et que ça se traduit dans les politiques publiques. Dans un premier temps, on a des politiques publiques qui sont des politiques de l'agroalimentaire, c'est-à-dire des politiques qui ont comme seul objectif de garantir la sécurité des produits alimentaires. Vous savez, c'est ces politiques pilotées par les systèmes HACCP. On veut éviter les crises, on décrit des normes de transformation, c'est des politiques de la norme de qualité. Et qualité s'entendant comme l'absence de petites bêtes néfastes dans ce qu'on mange. Pas forcément que ça ait bon goût, mais surtout que ce soit peu envahi.
Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que la transformation agroalimentaire est devenue la norme des objets que nous consommons. Parce qu'elle a envahi notre alimentation et qu'en envahissant notre alimentation, elle est devenue une source de risque, tout bêtement, parce que quand vous mélangez des laits qui viennent de 50 endroits différents, vous avez 50 systèmes microbiens, 50 écologies microbiennes de 50 fermes et que ça peut, à la limite, provoquer des risques. Pas toujours, mais du point de vue de l'industrie, c'est sur ça qu'on joue. Donc on a une intervention publique dans l'alimentation qui s'est d'abord faite de ce côté-là. Paradoxalement, moi je constate que plus on a de politiques normalisatrices, plus on a de crises. Même si ces politiques excluent de plus en plus de transformateurs, ce qui pose des tas de problèmes aux paysans qui font de la transformation, génère de plus en plus de gâchis alimentaires. On est selon les pays développés, entre un tiers et la moitié de la production agricole qui n'est pas consommée parce que elle s'est perdue en cours de route à cause de ces différentes normes. Et puis, petit changement, on voit la politique alimentaire sortir de l'usine et rentrer à la maison. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à côté des normes aux transformateurs, on voit apparaître une augmentation des normes aux consommateurs. Aujourd'hui, on est dans l'autre bout de la question alimentaire. On a des sociétés qui s'interrogent sur leur état de santé et qui, de ce fait, en confondant la santé et l'alimentation, se mettent à prescrire un régime alimentaire idéal. En France, on a quand même un programme national nutrition santé. Il y a 40 ans, on n'aurait jamais imaginé d'inventer un truc pareil. On a des pyramides alimentaires officielles. On nous a dit il y a quelques années qu'il fallait faire très attention aux hydrates de carbone, que le gras c'était pas bon. Maintenant on nous dit finalement le beurre c'est meilleur que la margarine. Bon, tout ça est très compliqué. Donc aujourd'hui, on a un État qui se dit tiens, on va éduquer à l'alimentation. Et puis le dernier point sur lequel je voudrais juste mettre un petit coup de projecteur sur ces politiques alimentaires, pour les lier aux politiques agricoles, c'est le fait que certains de mes collègues spécialistes des politiques publiques disent les politiques agricoles qui jouaient sur les prix bas étaient en fait des politiques d'aide sociale. C'était une manière de faire une politique alimentaire, d'aide alimentaire aux plus pauvres en jouant sur les prix bas. Sauf que nous savons tous que les prix bas, ils ont été captés par les industries agroalimentaires et les grandes et moyennes surfaces. Mais pendant très longtemps, les deux gloires françaises, c'était Danone et Carrefour. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, à cause de ces crises sur les prix, à cause de ces crises sur les normes, parce que toutes ces politiques publiques n'ont pas résolu le problème de la reterritorialisation, n'ont pas résolu le problème de la place des paysans dans la société. On est en train, et ce genre d'arène va y contribuer, de poser la question de la définition de nouvelles formes de politique publique qui soient des formes du bien commun et pas seulement des formes politiques. Et je vais conclure simplement en ayant un propos de géographe. On nous dit habituellement que notre alimentation est ce qui nous constitue, qu'on est fait de ce que nous mangeons. Ce qu'à Dieu ne plaise. Moi, j'aimerais bien qu'on réfléchisse au fait de savoir si ce que l'on mange n'est pas plutôt ce qui dessine notre monde. Et j'en ai terminé. Merci. Merci d'avoir introduit CRNDA avec la notion de bien commun et d'avoir ramené ça sur la table d'entrée. Je pense que ça va pouvoir nourrir les réflexions par ailleurs. Et du coup, j'invite maintenant Sylvie à nous expliquer plutôt sur, du coup, de ce que j'ai compris, sur l'axe plutôt des paysans, quel rôle ils ont à jouer sur le droit à l'alimentation. Oui, alors il faut que je me présente rapidement. Donc, je suis économiste, mais comme je dis toujours, je me soigne. Je suis sociologue et documentariste et ça fait très très longtemps que je travaille sur les questions de paysannerie, de mouvements paysans dans le monde, en Europe, mais aussi dans le monde. Et donc, ce dont j'enseigne aussi dans un master doctorat d'agroécologie en Espagne, à l'Université internationale d'Andalousie. Donc ce dont je voudrais vous parler, c'est du rôle important des stratégies paysannes pour nourrir le monde et du rôle important que jouent les paysans.
Alors d'abord rappeler que, mais c'est très bien l'intervention qui m'a précédée parce qu'elle a donné la base historique un peu de la situation dans laquelle on est. Et en fait, la modernisation agricole, effectivement, elle a bien marché. C'est-à-dire qu'on a eu, et ça, on peut le dire à l'échelle mondiale, une augmentation formidable de la production agricole, puisque dans les 50 dernières années, elle a augmenté de 300%, donc beaucoup plus que l'évolution démographique. Et pourtant, il y a 1 milliard de gens qui ne mangent pas à leur faim, même plus, je pense. Et les 2/3 sont des paysans. Autrement dit, ceux dont la fonction première est de nourrir se retrouvent eux-mêmes ne pouvant pas se nourrir eux-mêmes. Donc il y a vraiment un problème de fond là-dessus. Et rappeler également que ce sont les mêmes États qui ont mené la modernisation et l'industrialisation de l'agriculture qui ont mené sa libéralisation et la libéralisation des échanges. Et ça, c'est très important parce qu'il y a vraiment deux piliers des politiques agricoles dans le monde qui sont d'une part la modernisation à tout crin, et on pourra revenir dans le débat, y compris sur ce qu'on a appelé l'année dernière l'année de l'agriculture familiale, qu'est-ce qu'il y avait derrière, etc. Il y a deux piliers très importants qui sont la modernisation et la libéralisation. Et l'un a été le complément de l'autre, c'est-à-dire que la libéralisation des échanges, qui, il faut le dire, s'est faite assez tardivement par rapport au GATT, qui s'est enclenché avant même la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La libéralisation des échanges, elle s'est faite plus tard pour une raison intéressante quand même, c'est que les États considéraient que l'alimentation était trop stratégique pour la laisser aux mains du marché. Mais petit à petit, quand on voit ce qui s'est passé, l'État a commencé par réguler, effectivement, réguler les prix, réguler les quantités, réguler les échanges, et puis petit à petit a abandonné tous ces processus de régulation pour libéraliser à tout crin. Et en libéralisant à tout crin, on a fait quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'on a mis en concurrence les paysans du monde entier, avec une violence absolument inouïe, et donc avec des phénomènes de concentration dans l'agroalimentaire qui, à ce jour, ne sont jamais rencontrés avant. C'est-à-dire que vous avez quelques firmes qui contrôlent des produits stratégiques comme les céréales, des produits, disons, plus de luxe comme le café, ou des produits tout aussi stratégiques comme les semences. Et donc, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que vous avez il y a deux forces, si vous voulez, qui sont en train de réguler l'ensemble du système, qui sont, à mon avis, beaucoup plus industrie agroalimentaire que les États, puisque on voit, tous les jours, on voit à quel point l'industrie agroalimentaire peut dicter un certain nombre de choses, que ce soit dans les traités signés ou que ce soit dans les politiques menées. Mais on se trouve dans cette situation-là. Et donc, un affaiblissement des capacités pour les paysans de pouvoir exister, de pouvoir produire et de pouvoir dire leurs mots. Et donc, c'est intéressant de voir que c'est dans ce contexte, dans un contexte même où les paysans étaient passés par pertes et profits. Enfin, nous avons quand même un sociologue qui s'est permis d'écrire un livre qui s'appelle « La fin des paysans ». Donc, c'est pas pour rien que ce processus-là semblait tout à fait mené à son terme. Et c'est dans ce contexte qu'apparaissent depuis une vingtaine d'années donc de nouveaux mouvements paysans. Et ces mouvements paysans, je vais le rappeler rapidement, mais je pense que tous, vous savez qui ils sont, comment ils se sont constitués, etc. Juste rappeler, parce que c'est intéressant de voir que c'est un phénomène qui s'est situé à l'échelle mondiale. Je vais donner quelques dates. 94, le mouvement des Sans-Terre du Brésil. 84, mouvement des Sans-Terre du Brésil, qui répondait à une inégalité foncière, du foncier très importante au Brésil. 93, pour la première fois dans l'histoire de la paysannerie, un mouvement international, donc qui s'appelle Via Campesina, dont on a évoqué tout à l'heure le fait que donc la semaine prochaine, elle organise une rencontre en Roumanie, Nieleni, sur la souveraineté alimentaire. Je reviendrai là-dessus. Et puis 1994, parce que je considère que c'est tout aussi important, au Mexique, la naissance du mouvement zapatiste, qui est à la fois un mouvement indigène et paysan. Juste pour rappeler ça, parce que c'est une force importante. C'est-à-dire que les paysans qui étaient devenus finalement les sujets des politiques agricoles entendent d'en devenir les acteurs. Et non seulement ils entendent d'en devenir les acteurs, mais ils sont en train de le devenir effectivement. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'intervenir dans plein d'instances publiques et internationales pour se faire entendre et pour dire surtout qu'ils refusent
le destin qui leur était fait, en fait, qui était soit s'agrandir, s'industrialiser, devenir des exploitants agricoles, soit émigrer et renoncer à l'agriculture et surtout à une agriculture nourricière. Et donc, ce que je voudrais faire comprendre, c'est que les revendications sur lesquelles ils sont les revendications fondamentales si on veut nourrir le monde. C'est-à-dire, au-delà de simplement la distribution de l'alimentation ou la production de l'alimentation, il faut aller aux origines de ce qui produit les aliments, de ce qui nous permet de les produire et surtout de les produire à long terme. Parce que la question, effectivement, c'est les crises alimentaires, c'est une chose, mais la question de la pérennité d'un système alimentaire est en cause, et de plus en plus en cause quand on voit les dégâts qu'a produit l'agriculture industrielle. Donc revenir sur un certain nombre de points sur lesquels se battent ces mouvements. Moi, je ne peux pas parler de l'Afrique, mais l'Afrique aussi est très présente depuis quelques années dans ces luttes et dans ces revendications, et essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ça et quels sont les enjeux fondamentaux qui se jouent autour de ces luttes. Alors bien sûr, la première chose, c'est la terre et l'eau. Alors pourquoi la terre et pourquoi la terre ? Parce que la terre est très menacée. Alors on a parlé de territoire, effectivement. Elle est menacée par beaucoup de choses. Elle est menacée par un système agro-industriel qui détruit les sols à une vitesse absolument incroyable. Moi, j'avais fait un film aux États-Unis sur l'agriculture industrielle. C'était déjà, dans les années 90, c'était hyper impressionnant. Mais maintenant, c'est à l'échelle mondiale, on le sait. La terre, elle est détruite parce qu'on construit, on urbanise, on artificialise, on fait de tout sur la terre. On construit des aéroports, on construit des centres de loisirs, on construit des autoroutes, on construit des usines dangereuses, on construit, voilà. Et puis, dernièrement, deux phénomènes quand même très importants. Le premier, c'est un phénomène d'accaparement des terres qui est très important. Et l'intérêt de cet accaparement des terres, ce à quoi il faut réfléchir, c'est que c'est des capitaux non agricoles qui investissent, des capitaux financiers, des fonds financiers qui investissent sur la terre parce que c'est un bien rare et c'est un bien cher et c'est un bien qui risque de disparaître, donc sur les terres agricoles. Et puis, l'autre phénomène qui, à mon avis, dont ne mesure peut-être pas l'importance sur le plan des terres agricoles et des forêts, qui est l'extractivisme. C'est-à-dire le fait qu'il y a une véritable folie, enfin, je ne sais pas comment l'appeler, folie des États, d'extraire, qui est le fait, y compris du gouvernement de gauche, en Amérique latine, c'est le cas, et qui pose une question de fond sur lesquelles on ne pourra pas revenir, mais qui me paraît, moi, enfin, qui fait partie d'une association qui est très critique sur la notion de développement. C'est-à-dire que j'ai essayé, moi, de faire une estimation de la quantité de terres agricoles qui était consacrée à l'extractivisme. Je n'y suis pas arrivée, je n'ai pas trouvé de chiffre. J'ai trouvé un chiffre pour un pays. Ce n'est pas un pays européen, c'est le Pérou. 48% des terres agricoles ont été préemptées par le gouvernement, par l'État péruvien, pour faire de l'extractivisme. C'est-à-dire que si on y trouve quelque chose, les terres agricoles vont disparaître et vont être transformées en mines, etc. Et les mines, c'est pas simplement des sols éventrés, c'est des pollutions à très long terme et des pollutions quasi définitives. Et donc, moi, je me pose la question, et je vous la pose, est-ce qu'il ne va pas arriver un moment où il va falloir choisir entre le smartphone et le pain ? Parce que il n'y a pas d'industrie, je le répète, sans les minerais et sans les minéraux qui se trouvent dans les sols. Ça n'existe pas. Tout ce qu'il y a ici, tout ça, ça vient de là. Donc, il y a un moment donné où la question va se poser et où on doit être très conscient qu'il va falloir faire des choix. Et donc, essayons de ne pas être obligés de faire ces choix. C'est-à-dire, essayons de préserver les terres agricoles. Donc, cette lutte pour les terres agricoles que mènent les paysans sous des tas de formes, des occupations, des défenses de territoire, etc., me paraît quelque chose d'absolument central pour assurer la pérennité et l'alimentation à long terme. L'autre élément très important, alors ces terres, ce que je voudrais rappeler quand même que... on ne va pas rentrer dans le débat de la différence, mais je suis bien d'accord, il y a bien une différence entre paysans et exploitants agricoles, mais c'est un vaste débat. Mais en tout cas, cette récupération de terres,
elle est faite pour pérenniser la fertilité des terres. Parce qu'il y a effectivement un problème de fertilité à long terme des sols. Vous savez bien qu'il y a toutes sortes de techniques, y compris d'ailleurs puisées dans des savoirs traditionnels, permaculture, biodynamie, etc., qui visent à essayer de récupérer la fertilité des sols. En tout cas, ces luttes pour la terre ont comme finalité d'en faire des terres nourricières et à long terme, donc de récupérer la fertilité des sols. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très important sur le plan de notre alimentation. Le deuxième enjeu très important, bien sûr, c'est celui de la biodiversité et celui de la perte des variétés de la biodiversité cultivée. La FAO a donné des chiffres, les 3/4 de la biodiversité cultivée a disparu au cours du XXe siècle. C'est quand même très important. Les variétés, c'est notre alimentation. Les semences, c'est notre alimentation. Donc, au-delà des OGM, la question des OGM qui est très importante, c'est aussi la question de la mise en place de réseaux de semences paysannes qui, je vous le rappelle, je passerai rapidement, se font à la limite de la légalité, puisqu'on est dans des systèmes de brevets, de catalogage, etc., qui obligent absolument à passer par un certain nombre de processus pour pouvoir avoir ces semences. Or, en situation de changement climatique, en situation y compris de peut-être, j'en sais rien, de guerre, etc., ça s'est rencontré récemment en Syrie, par exemple. La question des semences est stratégique, absolument stratégique, pour assurer l'alimentation à long terme. Ce n'est pas en mettant les semences dans un glacier en Norvège qu'on va sauver les semences, c'est en les cultivant. Et ceux qui les cultivent, ce sont les paysans. Donc l'enjeu est absolument fondamental en termes d'alimentation et en termes de possibilités et de droit à l'alimentation également. Le troisième élément, je pense, qui est aussi important, c'est la question des savoirs. Des savoir-faire, des connaissances. La disparition, la programmation, si je puis dire, de la disparition de la paysannerie, elle est passée aussi par une dépossession de leur savoir et de leur savoir-faire. Et nous avons actuellement des instituts, des centres dont il n'est pas question de contester la totalité des choses qu'ils ont pu faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont arrogés le droit d'être les seuls dispensateurs de savoir et de savoir-faire. Et donc, il y a actuellement dans les mouvements paysans un mouvement très fort de récupération de savoir et de savoir-faire qui passe par des tas de systèmes. Alors, en Amérique latine, on appelle ça campesino a campesino, ça veut dire un échange de paysan à paysan. Ça peut être des écoles de paysannes qui se sont mises en place. Il commence à y en avoir. Il y en a, par exemple, en Espagne aussi. Mais il y en a beaucoup en Asie, il y en a aussi en Afrique, qui permettent à des savoirs qui ont été dévalorisés, qui ont été considérés comme rétrogrades, etc., d'être récupérés par les paysans eux-mêmes, et non pas, comme souvent c'était le cas, par des centres de recherche qui les récupèrent pour les réinjecter dans le système productiviste. Et là, on est bien dans une stratégie qui consiste à récupérer des savoirs pour revenir à la fonction première de l'agriculture, qui est la fonction nourricière. Donc ça me paraît quelque chose de très important. Et le quatrième élément, ça serait, on n'en a peut-être pas beaucoup parlé, on ne fait pas beaucoup la différence, parce qu'en français, c'est difficile de faire la différence entre nourriture et aliments. Alors justement, l'aliment, c'est ce dont Madame a un petit peu parlé, c'est-à-dire ce qui est le fait des nutritionnistes, des spécialistes, le nombre de calories, et qui est le fait de l'agriculture industrielle. Et la nourriture, elle est plus dans le savoir-faire, le partage, la cuisine, l'échange, etc., etc. L'agriculture paysanne est plus du côté de la nourriture. Alors en espagnol, c'est facile parce qu'il y a la comida et el alimento. C'est vraiment deux mots très très différents. Et dans des communautés paysannes, par exemple d'Amérique latine, on fait bien la différence. Ce que les gens partagent, c'est la comida. Et l'alimento, c'est ce qu'on peut acheter éventuellement dans des transformés par d'autres, etc. Donc, je dirais que l'agriculture paysanne, elle est plus du côté de la nourriture que de l'alimentation. Même si je vous dis, et c'est intéressant parce qu'en anglais, il n'y a qu'un seul mot, c'est food. Voilà. Alors, c'est marrant parce que c'est pas un hasard, quoi. Je pense que ce n'est pas un hasard si l'anglais n'a qu'un seul mot pour dire les deux choses. Alors, ce que je voudrais juste faire remarquer, c'est que les États, sans exception, et là je défie quiconque de me donner un exemple, sans exception, y compris des États qui peuvent avoir
60 à 70% de leur population paysanne ne considèrent pas que les paysans soient des acteurs à part entière et qu'il faille en tout cas les préserver ou faire des politiques en leur faveur. Donc ça, c'est très très important. Et tout ce qu'ils font va exactement en sens contraire de tout ce que je viens de décrire. C'est-à-dire, on construit à tour de bras, on met des grands projets industriels partout où c'est possible. Les semences, on essaye de breveter au maximum, de les privatiser au maximum. Les savoirs et savoir-faire, on valorise essentiellement ce qui se fait dans des centres de recherche agronomique et on ne reconnaît pas les savoirs et savoir-faire paysans. Et même si moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été tout à l'heure dit sur l'agroécologie. Ce qui se passe en France avec la récupération de l'agroécologie qui, au départ, est née principalement en Amérique latine et qui avait une fonction sociale et de transformation sociale très, très importante, qui a été une réponse qu'ont donnée les paysans en Amérique latine à l'industrialisation de leur agriculture, est devenue en France un outil je dirais moi de blanchiment de l'agriculture industrielle parce que moi je suis désolée, l'agriculture écologiquement intensive, ça n'a aucun rapport avec l'agroécologie, ce n'est pas du tout la même chose. L'agroécologie, c'est quelque chose qui suppose un équilibre entre les hommes et l'environnement, une harmonie, et ce n'est pas du tout, comme elle est définie par le gouvernement français, la notion de double ou triple performance. La notion de performance est totalement étrangère à l'agroécologie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'efficience, c'est-à-dire qu'elle elle peut être très efficace, mais l'objectif n'est pas la performance. Donc, ce que je voulais essayer de vous... Je vais terminer là-dessus, parce qu'on pourra en débattre plus largement. Ce que je voudrais essayer de faire comprendre, c'est que moi, en tout cas moi personnellement, je n'attends rien des États et je n'attends rien de l'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire, ne nourrira pas l'humanité, comme je le dis souvent, parce qu'elle n'est pas faite pour ça. C'est pas son objectif. Son objectif, c'est de faire de l'argent. La meilleure preuve, c'est que si le maïs, ça rapporte plus quand on le transforme en agrocarburant qu'en nourrissant une population, ils vont pas hésiter. C'est pas le problème. Le problème n'est pas de nourrir. À la limite, elle nourrit par hasard. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est parce qu'il y a des marchés possible que l'industrie agroalimentaire, ce n'est pas son objectif. Donc on ne peut pas demander à l'industrie agroalimentaire de nourrir, elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour faire de l'argent, elle s'est transformée dans ça, et elle a transformé les exploitants agricoles en un chaînon dans un processus industriel. Mais son objectif n'est absolument pas de nourrir l'humanité. Donc tout ça pour dire que je pense, enfin je suis même convaincue, je vais essayer de vous convaincre, que ce n'est qu'à partir de... Alors, dernière chose, c'est que tant qu'il n'y avait pas de mouvements sociaux, tant qu'il n'y avait pas cette force importante, Via Campesina, c'est 200 millions de membres, c'est la plus grande force sociale au monde. Bon, et ça vient des paysans, ceux dont on considérait qu'ils avaient disparu. Tant qu'il n'y avait pas cette force-là, on pouvait ramer, se dire il faudrait. Moi, je dis toujours, il ne faut pas partir de il faudrait, il faut partir de ils font. Ils font, il y a des choses qui se font, partons de ce qui se font, et ce qui est le plus intéressant actuellement, en tout cas ce qui va assurer la pérennité de nos systèmes alimentaires, c'est le fait des paysans. Donc on peut construire à partir de là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les priorités... La hiérarchisation des priorités doit se faire en fonction de ça. Alors après, on pourra débattre, je pense qu'on va débattre dans les ateliers sur comment concrètement ça peut se faire. Mais en tout cas, et je voudrais donner un chiffre et je termine avec ça, actuellement, toujours, et pour ça, il faut au moins que ça soit préservé, entre 70 et 75% de l'alimentation est produite par des petits paysans dans le monde et sur seulement 25% du territoire agricole. Donc vous voyez que là, il y a un enjeu très important. Si ça disparaît, eh bien, la nourriture de l'humanité, elle n'est pas assurée. Voilà, je vous remercie. Donc, tout comme Agnès, je vous remercie pour avoir ramené la question des paysans en avant, et tout pareil que le bien commun, je pense que ça va être transversal aux ateliers, en effet. Et du coup, pour pas terminer, mais pour une dernière parole avec Anne-Laure qui va nous parler du coup un peu plus de la vision notamment du CCFD, mais pas que, sur le droit à l'alimentation.
Bonjour à tous, oui, donc je suis très heureuse d'être là. Merci déjà pour l'invitation. Et je vais parler donc avec une approche peut-être un peu plus internationale, puisque le CCFD Terre Solidaire, c'est une organisation de solidarité internationale. Donc c'est le Comité catholique contre la faim et pour le développement qui existe depuis les années 60 et qui soutient à travers le monde, à travers des partenariats, environ 300 organisations dans 60 pays sur les causes, pour lutter contre les causes structurelles en fait de la faim. On a 3 leviers d'action au CCFD pour initier ce changement de société qu'on prône, les valeurs qu'on défend aujourd'hui. Le premier levier, c'est évidemment la mobilisation citoyenne. Donc s'assurer aujourd'hui qu'on est tous mobilisés sur ces questions à travers notamment des démarches d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Je pense que demain, vous verrez, il y aura un atelier sur le CCFD. Donc si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous invite à y participer. Le deuxième levier de changement que nous prônons, c'est le partenariat international. Comme je vous disais, donc le CCFD Terre Solidaire soutient des partenaires à travers le monde pour renforcer les sociétés civiles des pays du Sud notamment. Et enfin, le dernier levier, c'est d'essayer d'agir sur les politiques publiques à travers le plaidoyer. Donc le plaidoyer, c'est l'influence de nos politiques, c'est l'interpellation. Et donc moi, à ce titre, je suis chargée de plaidoyer sur la question souveraineté alimentaire et climat. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va tourner un peu autour de 3 messages. Un premier message peut-être sur l'état de la sécurité alimentaire dans le monde et de son pendant qui est l'insécurité alimentaire. Pourquoi il ne faut pas se limiter à ça. Ensuite, le deuxième message va être tourné vers la souveraineté alimentaire, qui est le concept de la Via Campesina de 1996, qui est défendu aujourd'hui par le CCFD. Et un troisième message sur l'importance de différencier les modèles. Et là, je suis très heureuse qu'on ait parlé de la non-coexistence des modèles, puisque c'est quelque chose aussi que je vais aborder. Je finirai peut-être par une petite illustration de ce que soutient le CCFD actuellement sur cette question. Donc pour commencer, je vais prendre un petit chiffre, enfin un gros chiffre en fait, qui a déjà été dit, mais qui a été un petit peu réactualisé, c'est qu'aujourd'hui 795 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire dans le monde. Souffrir d'insécurité alimentaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les êtres humains n'ont pas à tout moment un accès à la fois physique, économique, à une nourriture suffisante, saine et nutritive. C'est 80% de personnes parmi ces 795 millions qui vivent dans le milieu rural, et c'est 50% de petits producteurs. Donc c'est toujours un problème d'actualité auquel l'agro-industrie n'a pas réussi à répondre de toute évidence. Le problème aujourd'hui, c'est que les politiques publiques et d'une façon générale, les décideurs ont tendance à résumer le problème de l'insécurité alimentaire à un problème de pure production. Finalement, ça voudrait dire, voilà, la démographie augmente, il y a un enjeu en fait de produire toujours plus, et c'est ça finalement le problème aujourd'hui dans le monde, c'est que nous ne produisons peut-être pas assez pour nourrir la planète. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on est capable de nourrir avec 4600 calories par jour et par personne. On pourrait nourrir 12 milliards de personnes alors qu'on n'en est que 7,5 milliards. Sauf que quoi ? Problème, 50% de cette production, elle est soit gaspillée, elle est soit perdue, ou alors elle est destinée à l'alimentation animale. Donc en fait, aujourd'hui, le problème, il ne réside pas dans la production, dans le problème de production. Effectivement, il y a des zones où les rendements doivent être améliorés, dans certains pays du Sud, mais le vrai problème, il est davantage sur les autres piliers de la sécurité alimentaire, puisque la sécurité alimentaire, ce n'est pas qu'une question de production, donc de disponibilité, c'est aussi une question d'accès, de qualité et de régularité. Donc ça a été un petit peu dit déjà, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, si on concentre la question de la sécurité alimentaire sur la question de la production, on est à côté de la plaque. Et c'est ce qu'on veut dire aujourd'hui sur attention aux messages qui sont donnés sur il faudrait toujours produire plus si on ne s'attaque pas à l'accès au marché. Est-ce que les personnes peuvent avoir accès à une nourriture de qualité, et juste parler en fait en termes de tonnes et donc de quantité. Et ça, en fait, ça va juste répondre aux intérêts de l'agribusiness et certainement pas aux intérêts de ceux qui aujourd'hui souffrent de la faim dans le monde. C'est pour ça que nous avons un message qui est tourné vers la souveraineté alimentaire, qui permet, au-delà de la sécurité alimentaire, de se poser en fait la question de qui produit. On peut avoir aujourd'hui une sécurité alimentaire tout en détruisant en fait des petits paysans. Donc la sécurité alimentaire, pour nous, n'est qu'un premier pas qui effectivement aujourd'hui existe dans les espaces internationaux à la FAO et compagnie. Mais à terme, si on veut vraiment poser la question des systèmes agricoles, il faut se tourner vers la notion de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est en fait la souveraineté alimentaire ? C'est la possibilité à vous, à moi, à nous en tant que société, mais aussi en tant qu'État, de définir, de construire, et ce, depuis la base, notre système alimentaire. Alors, aujourd'hui, évidemment, on sait que la souveraineté alimentaire, elle est mise en péril de façon croissante. Si Monsanto empêche depuis plus de 20 ans les paysans de conserver leurs semences,
et que les premiers marchés qu'ils visent sont justement les zones dans les pays du Sud où les agriculteurs ont l'habitude d'échanger leurs semences, c'est pas pour rien. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, on essaie de porter atteinte à cette souveraineté alimentaire et à cette possibilité de nous-mêmes, en fait, construire notre système alimentaire. Donc, c'est une notion qui est en péril, qui n'est pas atteinte dans un grand nombre de zones dans le monde. Et ça veut dire aussi aujourd'hui que quand on parle de souveraineté alimentaire, on est obligé de parler des questions commerciales, on est obligé de parler des questions financières, puisque tout ce modèle agricole, industriel, d'exportation, finalement, il est lié intrinsèquement au système financier. Et donc, ça permet d'avoir en fait une ouverture un peu plus intéressante sur comment traiter cette question aujourd'hui de l'agriculture et de se dire ce n'est pas seulement la question de sécurité alimentaire, et c'est bien aller au-delà et chercher toutes les causes structurelles en fait de la faim. Et par exemple, si aujourd'hui d'aller exporter du lait en Afrique de l'Ouest et de l'acheter là-bas sur place, du lait en poudre qui est importé des pays européens, ça revient à moins cher que de le produire sur place, c'est quand même qu'il y a un vrai problème dans nos politiques publiques. Et surtout aujourd'hui dans un contexte quand même avec des dérèglements climatiques qui nous obligent à nous tourner vers des sociétés, comme on dit, bas carbone. J'aime pas trop ce mot parce que ça veut dire qu'on parle que de carbone, alors qu'en fait l'agriculture, elle, émet énormément de méthane et de protoxyde d'azote. Donc ça veut dire qu'on réduit un peu la question. Donc je dirais plutôt qu'on va parler plutôt de sociétés qui sont faiblement émettrices en gaz à effet de serre. Si aujourd'hui l'exportation donc de ce lait en poudre revient à moins cher que de le produire sur place, je vois pas encore comment on va répondre à cette question des dérèglements climatiques qui semble pourtant monopoliser l'attention publique depuis un an. Ça me permet de faire une petite transition rapide sur le climat, puisque ça reste mon dada et que c'est d'actualité aujourd'hui avec cet accord de Paris, et de dire qu'aujourd'hui, la souveraineté alimentaire, elle est encore plus menacée par les dérèglements climatiques. La question du climat, aujourd'hui, c'est vraiment la question des inégalités, mais alors à son summum. On a deux modèles agricoles. On a un modèle agricole industriel d'exportation gourmand en intrants qui est responsable à hauteur de 24% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Si on inclut donc la déforestation, c'est-à-dire le fait de remplacer les terres forestières en terres agricoles. Donc c'est un quart des émissions. Si en France on considère tous les intrants qui sont utilisés dans l'agriculture française, on monte jusqu'à 36% des émissions françaises qui sont liées à l'agriculture. Et on a même l'association Grain qui a fait un rapport pour montrer qu'il y aurait même de 44 à 57% des émissions mondiales qui seraient en fait liées à tout notre système alimentaire mondial. Donc vraiment de l'amont à l'aval, en prenant en considération la congélation, le transport, l'emballage, le gâchis. Enfin voilà. Donc c'est une question absolument cruciale. Donc ce modèle-là qui est responsable d'une partie des émissions de gaz à effet de serre, qui entraîne des dérèglements climatiques et qui va créer des impacts pour qui ? Pour les petits producteurs, qui sont, elles, les premières victimes, en fait, des dérèglements climatiques dans les zones tropicales et équatoriales, notamment, enfin, surtout, inondations, sécheresses et compagnie. Donc, c'est vraiment un paradoxe absolument incroyable pour l'agriculture mondiale, qui fait qu'on ne peut pas, en fait, aujourd'hui, traiter la question de l'agriculture, de l'alimentation, de la souveraineté alimentaire, si on ne différencie pas, en fait, les modèles agricoles. Et c'est à partir de cette différenciation qu'on pourra traiter le premier problème du système agricole d'exportation agro-industrielle de l'agribusiness lié au système financier et la question de l'alimentation des petits paysans, de la souveraineté alimentaire. Et donc c'est bien quelque chose qu'on souhaite distinguer au sein du CCFD Terre Solidaire, c'est de dire aujourd'hui non, les modèles ne peuvent pas coexister. Stéphane Le Foll pourra le répéter autant qu'il veut, on a besoin de toutes les agricultures du monde aujourd'hui pour lutter contre les changements climatiques. Nous répondons absolument pas. Je suis désolée, je parle vite aussi. Il me reste 5 minutes. Donc, mon troisième message, c'était ça. C'était la différenciation des modèles agricoles. Après, quelle solution ? Parce que voilà, c'est pessimiste, ça sert à rien non plus de larmoyer là-dessus pendant des heures. Les solutions qui sont aujourd'hui promues, effectivement, c'est l'agroécologie paysanne au sein du CCFD Terre Solidaire. Alors, on est bien conscient aujourd'hui que les mots ne veulent plus rien dire. On a rajouté le petit mot paysanne après agroécologie, une fois que le plan agroécologie France a été inventé. Donc, c'est bien pour dire que les mots à eux seuls ne suffisent pas. Ça a été dit déjà à plusieurs reprises. Qu'est-ce que l'agroécologie ? On pourra en parler, voilà. Si aujourd'hui on n'a pas une approche croisée
qui derrière chaque mot signifie qu'il va falloir avoir une approche à la fois sociale, à la fois économique, à la fois environnementale, que ces choses-là, elles ne se distinguent pas, c'est qu'elles sont cumulatives. Il faut des critères économiques, il faut des critères sociaux, il faut des critères environnementaux. Il faut retisser du lien social, il faut assurer une rémunération juste aux paysans, aux producteurs, et il faut ne pas polluer nos terres et assurer que nos écosystèmes fonctionnent bien pour être plus résilients, s'adapter mieux, notamment aux conséquences du dérèglement climatique. Ces 3 piliers-là, ils sont fondamentaux. Et il en manque un 4e, c'est qu'il faut des politiques publiques qui permettent en fait de protéger cette agroécologie paysanne. Et tant qu'on n'a pas ces 4 critères, on pourra utiliser le mot agroécologie. Tant qu'on veut, on n'y sera pas. Et maintenant, je veux dire les mots, on a l'agriculture intelligente face au climat, on a le 4 pour 1000 de Stéphane Le Foll, on a tout un tas d'initiatives qui sont en train de fleurir avec des mots très verts, c'est ce qu'on appelle l'économie verte. On est en train de faire du greenwashing à outrance pour dire qu'aujourd'hui, on va se saisir de ces questions. Tout ça, pour nous, c'est des fausses solutions. S'il n'y a pas derrière des cadres stricts qui sont... alors nous, on croit encore à la puissance publique. Je sais que dans ces temps, c'est un peu compliqué et on espère réellement que la puissance publique pourra un jour ou l'autre renverser ce paradigme de domination avec la puissance économique qui aujourd'hui effectivement est l'acteur principal. Le problème, c'est que si aujourd'hui on avoue que c'est le pouvoir économique qui domine le pouvoir politique, on va faire comme d'autres ONG et se mettre à travailler avec le pouvoir économique en se disant que c'est là où il faut faire bouger les choses. C'est un constat qui est amer aussi de se dire que si on redonne pas confiance et qu'on redonne pas toute la force au pouvoir politique, on finalement aussi on abdique et on commence à travailler avec les grandes entreprises comme Carrefour, comme beaucoup font aujourd'hui. Ça, c'est des questions plus éthiques, mais tout ça pour dire que ces fausses solutions, pour nous, elles sont aujourd'hui dramatiques. Il y a une pression sur les terres, ça a déjà été dit, qui est absolument incroyable, l'accaparement de terres. La question du climat va créer un nouveau risque pour les terres agricoles. Ça fait plusieurs années, je pense que vous avez tous entendu parler des forêts, comme quoi les forêts sont des puits de carbone. Grâce à leurs feuilles vertes, elles peuvent prendre le carbone et en achetant un petit siège Ikea, ils vont aller replanter à l'autre bout de la terre, je ne sais pas, peut-être 10 ou 20 arbres, et comme ça, ils auront compensé les émissions qu'ils auront créées avec leur industrie pour créer leurs chaises, et à l'inverse, ils iront au Brésil mettre 2-3 arbres. Ça, c'est assez connu depuis quelques années. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est qu'il y a les terres agricoles, donc c'est Stéphane Le Foll notamment qui l'a mis en avant, peuvent séquestrer du carbone de façon assez importante si jamais on améliore la teneur en matière organique de nos sols. Ce qui est très bien, ça pourrait correspondre à notre vision de l'agroécologie paysanne, avec des terres plus fertiles, des terres qui résistent mieux à tous les impacts, sauf qu'on peut aussi stocker plus de carbone en faisant de l'agriculture de conservation avec du Roundup de Monsanto et des OGM de Monsanto. Donc en fait, toute la question des critères, elle est pour nous absolument primordiale. Les mots ne veulent rien dire. Derrière, c'est qu'est-ce qu'on met, comment est-ce qu'on définit tout ça, quels sont les critères croisés, comment est-ce qu'on s'assure que des politiques publiques avec un certain nombre de garanties et d'outils de redevabilité permettront en fait de s'assurer qu'on va dans la bonne direction et qu'on va vers une vraie transformation de nos modèles agricoles et pas juste vers du greenwashing. Donc cette approche croisée, nous on soutient des partenaires à travers le monde sur ces questions. Un exemple, c'est l'organisation SIPCA en Bolivie qui elle développe l'agroécologie via l'agroforesterie en diversifiant ses cultures, en assurant non seulement une rémunération juste aux producteurs, mais aussi en diminuant leur dépendance aux grandes industries. Donc ça, vous pouvez aller voir de toute façon sur notre site, on a des petites vidéos, on a tout ça. Et puis je pense que demain, il y aura des détails qui seront donnés aussi sur la façon dont on s'investit. Je terminerai peut-être avec un petit message sur la consommation, puisqu'on parle d'alimentation, qu'on a beaucoup parlé aussi du rôle des consommateurs. Faire peser toute la responsabilité de la transformation de nos modèles agricoles sur les agriculteurs, je pense que c'est injuste et que ça passera nécessairement aussi par vraiment un fort travail au niveau des consommateurs, de notre façon à nous de consommer. C'est ce qu'on appelle, donc, je l'ai dit au début, le ici et là-bas au CCFD. Tout ce qu'on fait ici a un impact là-bas, que ce soit au niveau français, ça peut être à une échelle d'une région, à une échelle internationale, mais c'est pour moi essentiel. J'ai vu que vous aviez présenté cette table ronde avec une petite citation d'Einstein, et j'en ai trouvé une autre qui me paraît très bien et qui dit « On ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés ». Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une vraie réponse. Donc pareillement que pour les deux autres intervenantes, merci d'avoir ramené notamment la question de
des différents systèmes agricoles et aussi de la vigilance par rapport aux mots employés et de ce qu'il y a derrière, et que ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière et non pas le mot en tant que tel. Du coup, je vous invite à réveiller votre voisin s'il s'est endormi, à venir discuter avec lui pour trouver une question commune en 2 minutes, et du coup, pour vous permettre d'avoir une idée de question à poser aux intervenantes en 2 minutes. Voilà. De localisation. C'est-à-dire que les pouvoirs publics ne pourront pas exiger, par exemple, que l'agriculture, les aliments dont ils ont besoin soient produits en France. Donc, ils veulent supprimer systématiquement. J'arrête. Systématiquement, c'est une des dimensions, mais par rapport à ce que vous avez dit, Madame la géographe, au départ, la localisation est un véritable problème. On va en prendre 2-3 en même temps. 3 en même temps. On prend un homme et une femme ? Allez. Comme tu veux, on s'en fiche. Alors bonjour, moi je suis Bénédicte d'Infogem, donc merci pour vos interventions. J'aurais aimé revenir sur la notion de commun et en fait bien commun, parce qu'en fin de compte c'est pour moi difficile d'arriver à me dire qu'on peut changer de paradigme en continuant à utiliser le mot bien, qui va dans une idée d'accaparement et d'appropriation, alors que finalement commun nous permet lui d'en sortir complètement. Alors là encore, il y a un effet de traduction et de langage qui fait que on n'arrive pas à avoir la même chose en anglais et en français. Et donc voilà, de se situer aussi, parce que sur les 2 autres interventions, ce qui ressort vraiment, c'est l'importance de se déplacer un peu et de sortir de l'anthropocentrisme. Donc est-ce qu'en fait, quand on utilise le mot bien commun, on reste pas complètement anthropocentré et à reproduire certaines mauvaises solutions? Une autre question. Oui, je vais faire très court parce que c'est la même question. En fait, on a choisi ce titre « Manger, c'est d'un commun » en se disant « il ne faut surtout pas parler de bien commun ». Donc, c'est pas au commun qu'a mis fin, c'est pas au bien commun qu'a mis fin la nuit du 4 août en instituant la propriété privée comme un droit de l'homme, c'est au commun. Les biens communs, Jean Tirole vient de sortir un bouquin, c'est un grand gauchiste, comme vous le savez tous, sur la gestion des biens communs. Et le MEDEF aussi peut-être d'ailleurs, le MEDEF, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, mais ça, c'est pas vraiment mal nommer les choses, c'est vrai la même chose. Non, essayons en effet, je pense que c'est important de ne pas parler de biens communs, parce que ça, c'est le marché qui est derrière. Réaction. Je vais essayer de répondre à ces 2 interventions. Je rappelle ce que j'ai dit, c'est-à-dire que quand on parle de bien commun, il faut arriver à entendre une nuance orthographique qu'on ne sait pas restituer à l'oral. C'est-à-dire que on a un historique de la pensée des biens
qui est de dire, ce que je disais tout à l'heure, survaloriser la propriété privée au moment, on va dire grosso modo au moment de la Révolution française. Jean-Claude a évoqué la nuit du 4 août. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, on avait un ensemble de droits communs, droits au pluriel, communs au pluriel, qui était tout un faisceau de formes de l'usage, qui n'était pas véritablement de la propriété. C'était les pratiques communautaires en agriculture, l'assolement triennal, tout ça, qui gênait beaucoup certains physiocrates pour faire augmenter la productivité agricole. D'où l'idée qu'on serait plus efficace si on était dans un bien privé. Ensuite, on est passé à la définition de bien public. Et puis enfin de bien commun. Mais moi, j'insiste sur le fait que je vois c'est même pas une nuance, c'est véritablement une opposition profonde entre les biens communs de Jean Tirole, des biens que l'on exploiterait ensemble, par rapport aux biens communs au singulier et avec des majuscules, mais je sais pas faire des majuscules à l'oral, sauf si je crie, comme dans les bandes dessinées, mais le bien commun qui se veut un projet de société. D'où la référence à Ricoeur et le fait qu'il faut riper de l'économie vers le social. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire pour défendre Paul Ricoeur. Il est mort en plus. Sur l'enchaînement CETA-TAFTA-TISA, écoutez, moi j'ai qu'une seule chose à dire, c'est que nous ne pouvons que nous incliner devant la capacité de résistance de nos camarades belges francophones. Parce que vraiment là, ils ont fait preuve d'un grand courage et j'ai trouvé que ils étaient en plus dans une posture morale que je trouvais intéressante. C'est-à-dire qu'on avait un retour d'un argumentaire qui est de dire si c'est bien, pourquoi est-ce qu'on a le droit de choisir qu'entre oui et oui ? Et je trouve que aujourd'hui, on attire énormément notre attention sur la scène politique, sur des replis identitaires. On va beaucoup se faire attaquer quand on va parler de territorialisation de l'agriculture. On va nous dire, vous voulez faire des frontières, des murs, des trucs et des machins. Je crois que l'un des arguments clés contre la politique européenne à l'heure actuelle, c'est la manière dont elle s'y prend. Pire encore que ce vers quoi elle veut aller. Mais savoir ne pas entendre le citoyen, c'est devenu quasiment un sport européen, quoi. Et là, je suis très contente qu'on ait trouvé des gens qui se soient fait les porte-paroles d'une forme de résistance extrêmement argumentée. Parce que demander, quand même au fin fond du fond, c'est demander à ce qui est le protocole d'interprétation du texte devienne aussi fort que le texte dans le système réglementaire. Si ce protocole d'interprétation a l'importance que les Canadiens et les autres Européens veulent dire qu'il a, alors il peut rentrer dans la partie législative. S'il n'a pas d'importance, c'est-à-dire qu'on a franchement l'intention de l'oublier dès que le reste sera voté, alors il ne fallait pas l'écrire. Mais je suis contente que quelqu'un ait résisté. Je suis navrée que ce n'ait pas été nous. Peut-être une réaction aussi. Non, juste pour dire, pour continuer, pour que les Français aussi s'y mettent, sur stoptafta.org, vous avez une lettre que vous pouvez envoyer à nos chers politiciens français, parce qu'effectivement, le combat n'est pas terminé. La Wallonie pourrait aussi s'incliner au bout d'un moment. Stoptafta.org, c'est comme une espèce de pétition, sauf que ça envoie directement une lettre sur la boîte mail de nos chers négociateurs. Oui, moi, sur la question de commun, je vous inviterai à relire Ivan Illich, qui est quelqu'un qui a réfléchi sur la notion de commun et qui a relié les communs à l'économie de subsistance, en expliquant que les sociétés ont toujours vécu sur des économies de subsistance et que le développement, ça consistait précisément à détruire les moyens qui leur permettaient de vivre. Et ce qu'il appelait les communs, c'était les moyens d'existence maîtrisés par les gens eux-mêmes. Voilà, juste, je vous conseille d'aller relire Ivan Illich. Voilà. On peut prendre 3 autres questions. Gilles Menou, Confédération Paysanne, Centre Val-de-Loire. Juste une petite rectification, ce qui est très en lien avec les communs d'ailleurs.
sur le prélèvement des terres agricoles, hein, sur la discussion, ce n'est pas les autoroutes, ce n'est pas les aéroports, ce n'est pas les centres commerciaux qui prélèvent le plus de terres agricoles. Actuellement, ce sont les maisons individuelles, et de très loin. Hein. Ah oui. Les maisons individuelles, hein, c'est bien précis, hein, je veux dire. Oui, bonjour. Moi, c'était plutôt de la partie consommateur. Donc, puis quand on parlait du droit à l'alimentation. Donc, moi, je fais partie d'Anis Étoilé, une association d'éducation à la citoyenneté sur le thème de l'alimentation. C'est plutôt donc, qu'est-ce qu'on fait avec toute la population qui n'a pas accès à une alimentation de qualité. Donc, par rapport au lien avec l'agriculture, quelles seraient les alternatives, quelles seraient les visions aujourd'hui pour permettre à tout le monde, chez nous d'abord, de manger correctement. Atelier 6. Oui, c'est bon. Jacques Mardon, Terre de Liens Centre. On a beaucoup d'initiatives du côté des consommateurs. Prenons les AMAP, des choses comme ça. Du côté des agriculteurs, on a des gens de la Confédération paysanne qui travaillent sur l'autonomie, sur un certain nombre de choses. Entre les deux, il se passe des choses, mais on n'a rien d'organisé. Vers quoi on pourrait aller, comment on pourrait faire, sans parler de verticalité, mais au moins d'un minimum de cohérence et pour mettre des choses en phase. On a plein de bouillonnements, mais comment faire pour arriver à le changement d'échelle. Voilà, mon collègue, on l'a fait à deux. Une autre question, du coup, parce qu'il y avait... Au fond... Oui, devant. Jacques Le Tarnec, je représente l'agglo de Tours. Au-delà de la sémantique et de la connotation négative que l'intervenant tout à l'heure nous proposait pour la métropole, ne peut-on pas imaginer que les collectivités puissent jouer un rôle vertueux? Du coup, une dernière question au fond. Oui, bonjour, Benoît Sebaud du réseau des AMAP. Moi j'aurais une question sur la gouvernance qu'on a finalement très peu parlé. Ça rejoint un peu ce que vous venez de dire sur le TAFTA et le CETA. Comment aujourd'hui changer la gouvernance? On a parlé du pouvoir économique, mais depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a une co-gestion et en fait l'agriculture est quand même gérée par un syndicat majoritaire. Et comment on sort de ça, aussi les chambres d'agriculture qui aujourd'hui... on nous met en face, c'est démocratique puisque on est élu, voilà. Donc comment on sort de cette gouvernance agricole-là, comment on intègre d'autres formes agricoles, comment on intègre les citoyens consommateurs dans la gouvernance agricole, comment on intègre dans la gouvernance alimentaire aussi les agriculteurs pour qu'ils soient acteurs de l'alimentation, pour relier politique alimentaire et politique agricole. Voilà, nous c'est une réflexion qu'on a et si vous avez des billes là-dessus, ce serait super. Peut-être Agnès pour la question sur les collectivités. Oui, alors, je voulais juste revenir sur la question de la métropolisation d'abord. Hein. J'ai pas voulu être méchante vis-à-vis des métropoles, mais je crois qu'il faut penser le terme de métropole de deux points de vue. Il y a la métropole très grande ville, qui donc est pensé aujourd'hui comme un objet d'aménagement qui va régner sur les terres qui l'entourent. Et puis, il y a le statut de métropole pour les collectivités territoriales. Et je vais répondre sur ce point-là, puisque c'est là qu'il me semble que se situe votre question sur leur rôle vertueux. Alors, je crois que l'un des problèmes que va poser le statut de métropole, et moi je viens de Toulouse, donc Toulouse est une ville qui était restée très longtemps dans un splendide isolement pour des raisons de cocktails politiques locaux, et qui est aujourd'hui rentrée à toute vitesse dans des logiques agglo, communauté urbaine et maintenant métropole. Qu'est-ce qui se passe quand une collectivité territoriale atteint le seuil d'habitants qui lui permettent de choisir de devenir métropole et qu'elle choisit de devenir une métropole? Eh bien, ce qui se passe, c'est que les communes mettent en commun l'intégralité de leurs compétences, d'une part.
Donc ça pose tout un tas de problèmes aux maires des différentes communes qui vont se faire enguirlander par leurs administrés et qui n'auront comme seule réponse « c'est pas moi, c'est le conseil métropolitain ». Bon, alors ils vont pas leur dire comme ça, hein, mais c'est un petit peu quand même à ça que ça se résume. Or, qui est le conseil métropolitain ? Eh bien, si vous vous référez aux dernières élections municipales auxquelles vous avez pu participer, si vous étiez dans une ville suffisamment importante et où il y avait métropole, c'est le deuxième bulletin de vote. Et en fait, le conseil métropolitain, eh bien, la liste qui gagne dans la grande commune centrale à la métropole devient automatiquement la majorité du conseil métropolitain. Autrement dit, aujourd'hui, dans les 47 communes de la métropole de Toulouse, l'agriculture qui existe, il y a même quasiment 600 hectares agricoles à l'intérieur même de la commune de Toulouse, qui est très grande. L'agriculture qui existe dans cette métropole, elle est pilotée par le maire de Toulouse. Vous n'imaginez quand même pas que Jean-Luc Moudinque avait un programme pour l'agriculture. Ce n'est pas les compétences des élus des grandes villes, l'agriculture. Parce que ça ne fait pas partie de leur paysage. Et c'est pas absurde, hein, c'est pas sur ça qu'ils se sont fait élire. Lui, il s'est fait élire sur « rendons la ville à la voiture ». Donc, ça vous donne une idée du bonhomme, quoi. Bon, donc il y a peut-être un plan éthanol, mais pour l'instant, on n'en a pas entièrement entendu parler. Donc, qu'est-ce qu'il fait, cet élu-là, quand il est confronté à la gestion d'un problème agricole ? Il va aller se jeter dans les bras de la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne, qui est, comme l'a fait remarquer monsieur, considérée comme compétente. Hein, et puis de facto compétente sans regarder ce qu'elle est. Parce que le problème que nous posent les chambres d'agriculture, comme sans doute, mais c'est des domaines dans lesquels moi je ne travaille pas, donc je ne sais pas, les autres chambres consulaires c'est peut-être pareil, hein, c'est que c'est ce qui a servi à sous-administrer. C'est-à-dire que le ministère de l'Agriculture, il a choisi de mettre ses fonctionnaires ailleurs que dans l'administration de l'agriculture, puisqu'il y avait le relais des chambres. Et théoriquement, dans les chambres, ça devrait avoir deux têtes. Il devrait y avoir les élus d'une part, et puis les administratifs d'autre part. Mais les administratifs, comme ils dépendent pour leur contrat de travail des élus, en fait, ils appliquent la politique des élus au lieu d'appliquer celle de l'État. D'où ce qu'on appelle la cogestion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met en œuvre une politique qu'on croit être une politique de l'État et qui est souvent une politique du syndicalisme majoritaire. Il y a eu quelques vagues fenêtres au cours desquelles on a essayé de faire autrement, mais ça n'a jamais duré très longtemps, hein. On a parlé des CTE tout à l'heure. Voilà. Sur cette idée, peut-être Ok. Moi, je voudrais, je ne sais pas si répondre, mais en tout cas donner peut-être des réflexions sur la question de qu'est-ce qu'il faut. J'emploierai pas le mot gouvernance, qui est un mot qui pour moi est vraiment celui de l'ennemi entre guillemets. Mais par contre, des pouvoirs, en tout cas des systèmes, etc. Moi, je pense pour vraiment sillonner pas mal la France et voir beaucoup d'expériences et de choses qui se font. C'est vrai qu'il y a une multitude de choses qui se font dont on ignore beaucoup la qualité, la richesse. Peut-être que c'est pas plus mal. Je crois qu'il faut du temps. Il faut du temps pour que les choses prennent, pour que les choses... justement, les AMAP, vous en êtes un exemple. Quand ça a commencé, c'était tout petit. C'était des gens dans PACA, etc., etc. Et c'est devenu un mouvement national. Et c'est devenu un mouvement qui a une reconnaissance même internationale. Il faut du temps. Et c'est d'autant plus compliqué dans notre cas que pratiquement tous nos projets sont locaux. Donc, l'articulation du local breton avec le local PACA, par exemple, c'est pas toujours très facile parce qu'il y a une question de culture, parce qu'il y a une question d'habitude, parce que les territoires sont pas les mêmes, parce que les réalités sont pas les mêmes, les paysanneries sont pas les mêmes. Mais moi, je crois que tout ça fait corps et une rencontre comme celle-ci, ou même un mouvement comme Impact, ou un mouvement, nous, on a créé, par exemple, on a créé un collectif pour l'agroécologie paysanne qui regroupe 18 organisations qui jamais n'ont travaillé ensemble. On a la LPO dedans, par exemple, qui a toujours dit qu'elle ne voulait pas l'agriculture, c'était épouvantable parce que ça tuait les oiseaux, etc., etc. Mais la LPO a commencé à se rendre compte que la question de l'agriculture, ça la concernait aussi, qu'il pouvait y avoir des échanges de savoir, etc. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une multitude de choses, une multitude de collectifs qui parfois se recoupent,
Mais l'air de rien, et moi, d'une certaine manière, je suis pas très mécontente qu'on en parle moins, mais que ça travaille. C'est comme les termites. Hein, on travaille le territoire, on travaille les réseaux, on s'organise, on se rencontre, on se retrouve, on fait des choses, on réalise des choses, et ça, à un moment donné, ça va prendre. Voilà, c'est juste. Alors il faut du temps. Je donne toujours le cas. Je sais pas. Je vais prendre des cas qui ne peuvent vous paraître exotiques, mais que je connais un peu, comme le mouvement des Sans-Terre du Brésil ou les apatistes. Ils ont mis 11, 12, 13, 14 ans. Avant de constituer un mouvement qui commence à avoir de l'impact et qui commence effectivement à pouvoir permettre à des gens de vivre autrement sur un territoire. Donc moi, je crois c'est beaucoup plus difficile chez nous parce que nous avons des sociétés qui sont, les pouvoirs sont présents partout. Dans des pays comme l'Amérique latine ou comme l'Afrique, vous avez des territoires où finalement les États n'interviennent pas trop parce qu'ils n'ont pas trop les moyens d'intervenir. Nous, on est partout, c'est en réseau, partout, les pouvoirs existent. Et donc c'est beaucoup plus difficile. Mais on va trouver nos propres formes d'organisation. On est en train de les trouver et il faut avoir de la patience. Voilà, c'est tout. Le mot de la fin. Ouais, minuscule mot sur le changement d'échelle, effectivement, je rejoins complètement ce qui est dit avec une petite attention au danger du changement d'échelle, comment est-ce qu'on le définit, parce que le changement d'échelle, parfois, il a tendance à être traduit par il faut trouver un espèce de ce qu'ils appellent en anglais le one size fits all, c'est-à-dire un espèce de modèle taille unique qui irait à tout le monde. Parce que dès qu'on change d'échelle, on a tendance un peu à uniformiser les choses et il peut y avoir une perte après de substances et qui répondent plus après aux conditions locales et justement ce qui faisait toute la richesse de l'initiative locale. Donc c'est juste une réflexion nous qu'on a en ce moment effectivement sur ce changement d'échelle qui est décrié aujourd'hui. Tout le monde cherche à avoir du changement d'échelle en matière de changement climatique, à la Convention climat, à l'ONU. Tout le monde veut des initiatives qui pourraient s'adapter partout dans le monde. L'initiative magique, comme le 4 pour 1000 par exemple, qui pourrait s'appliquer partout de la même façon. Enfin, c'est pour moi quelque chose qui peut aussi cacher de grands dangers. Merci à toutes les trois. En introduction de ces RNDH, on a eu une plénière qui nous a permis de resituer les thématiques transversales à la question du manger, c'est d'un commun. Alors on a parlé de bien commun qui va pas manquer de faire débat, de territoire, de ruralité disparue, de biodiversité, de semences, de nourriture plutôt que d'alimentation. Nous avons parlé du rôle des paysans, de souveraineté alimentaire, de système alimentaire, de climat et de greenwashing, entre autres. Donc pour la qualité de vos interventions, je vous remercie et je pense que vous pouvez les remercier. Et pour le reste des échanges, du coup, je vous invite à vous inscrire dans les différents ateliers si ce n'est pas déjà fait. Donc on se retrouve dans les ateliers à 17h30. Et avant cela, pour clore ce temps, nous avons une petite chanson avec Marie Coutan qui va arriver sur la scène d'un instant à l'autre. Et suite à cette chanson, vous pourrez prendre un petit goûter à l'extérieur dans le hall pour poursuivre les échanges aussi. Merci. Ben non. Il faut être très ponctuel pour les autres. Voilà, une chanson juste pour prendre un petit peu d'air, une petite virgule poétique, des chansons que j'écris, parce que la nourriture, elle peut être aussi culturelle et spirituelle, et ça nous fait pas de mal des fois. On en a du grain à moudre. On en a du grain à moudre, tout défaire et refaire, peindre et recoudre, tout est à l'envers. On a du pain sur la planche, faut secouer son derrière, relever ses manches, tout est tombé par terre. Le vent a soufflé, a pris de la vitesse, a déraciné des
les arbres centenaires, les maisons volées, des images sans cesse, des fils à la télé, sans pudeur, quelle misère. On en a du grain à moudre, tout défaire et refaire, peindre et recoudre, tout est à l'envers. On a du pain sur la planche, faut secouer son derrière, relever ses manches, tout est tombé par terre. La brise a balayé des poussières de pollen dans les herbes et dans les blés, germent des milliards de gènes. La pluie va féconder une aube planétaire, aux mutants déglingués, ce paradis vient un enfer. On en a du grain à moudre, tout défaire et refaire, peindre et recoudre, tout est à l'envers. On a du pain sur la planche, faut secouer son derrière, relever ses manches, tout est tombé par terre. Des humains trop fortunés déstabilisent l'écosystème, assassinent nos pensées, nous mettent dans l'arène. Amoureux d'humanité, les poètes solitaires rêvent sans se lasser d'une issue dans l'atmosphère. On en a du grain à moudre, tout défaire et refaire, peindre et recoudre, tout est à l'envers. On a du pain sur la planche, faut secouer son derrière, relever ses manches, tout est tombé par terre. On en a du grain à moudre, tout défaire et refaire, peindre et recoudre, tout est à l'envers. On a du pain sur la planche, faut secouer son derrière, relever ses manches, tout est tombé par terre, relever ses manches,